Bon, donc on va aborder la question du tarot. Donc je crois que vous, Claude Vieux, vous avez connu l'astrologie et puis après, vous n'êtes pas resté en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de ma recherche, de ma quête, de mon travail de thérapie, ma propre thérapie, où j'ai eu besoin, j'ai cherché un outil symbolique qui puisse m'aider dans mon expérimentation et ma découverte du monde psychique. Et le premier outil sur lequel je suis tombé, on peut dire, c'est l'astrologie. Et j'avais Samuel Diane, par exemple, qui m'avait fait mon thème. On peut resituer dans le temps à peu près Oh, ça, c'était à l'époque où j'ai fait ma propre thérapie, donc ça devait être en 79, 80, par là. D'accord. Oui, 78, 79, voilà, dans ces eaux-là. Et j'ai commencé à suivre des cours, alors je ne sais plus du tout me rappeler avec qui et quelle personne, mais pour monter un thème astral, pour travailler cet outil symbolique-là. Mais petit à petit, je me suis aperçu que ça ne me convenait pas, je trouvais ça trop compliqué, avec trop d'éléments. Dans un thème, il y a une foule, une multitude d'éléments et d'informations qui voilà, ça ne me convenait pas. Et puis les gens avec qui je travaillais, avec qui j'étais en formation, Jean et Janine Assens, se sont intéressés au tarot de Marseille, ils m'ont fait découvrir le tarot de Marseille, qui est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Et donc j'ai mis de côté l'astrologie et je me suis occupé du tarot. Disons que l'astrologie telle qu'elle était en circulation. Oui. Parce que parfois il y a différentes formes d'astrologie qu'on ne connaît pas forcément. Oui, en tout cas celle à laquelle j'ai été initié au début, quoi. Alors donc vous connaissez le travail de Dominique Hélène sur l'astrologie. Alors apparemment elle, ça la perturbe pas cette complexité. Comment est-ce qu'elle s'en sort? Je ne sais pas comment elle s'en sort. J'ai aucune idée, il faut lui demander. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça lui paraisse si compliqué que ça. Je ne sais pas. Peut-être que je suis tombée dans l'astrologie il y a très longtemps et que c'était des vieilles mémoires qu'il s'agissait de remettre en forme. C'est vrai que des fois je me suis dit mais c'est pas possible. Je vois comment les personnes ont du mal, parce que c'est vrai que c'est une foule d'éléments et c'est vrai que assez facilement, bon, ça m'a demandé des années d'études quand même, notamment, bon, moi je dis bien, pour arriver à commencer à savoir qu'est-ce que c'est qu'un thème, à le sentir. Il faut à peu près 7 ans, c'est très long, et voilà. Mais n'empêche que ça m'a causé, quoi. Voilà, bon, c'est une forme de pensée. Moi, j'aime bien les choses qui se répondent. Mais en réalité, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous ne prenez pas tout? C'est-à-dire, parce qu'en fin de compte, en théorie, c'est complexe, mais finalement, beaucoup d'astrologues, ils simplifient, ils trouvent des trucs pour simplifier. Ils prennent certaines choses et pas d'autres. Ils ne sont pas forcément exhaustifs, ils ne cherchent pas à être exhaustifs. C'est quand même très complexe, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Il faut de toute façon associer maison, planète, signe, maison, planète, aspect. C'est de toute façon très complexe. Alors, Claude Vieux, donc pour vous le tarot, est-ce que pour vous c'est un outil psychologique? Ou est-ce que c'est un outil divinatoire? Non, pour moi, c'est pas un outil divinatoire. Pour moi, soit je suis pas capable de lire l'avenir, soit je suis pas du tout lucide, puisqu'on dit, voyant qu'il est extra lucide, moi je suis pas du tout lucide, soit l'avenir n'est pas écrit d'avance, et donc on peut pas le lire. Mais moi je dirais pas que le tarot est psychologique, je dirais plutôt que le tarot est un outil d'exploration psychique. C'est un outil qui est riche d'une symbolique, est-ce qu'on peut dire millénaire? Oui, pourquoi pas. En tout cas universelle,
et dont on peut se servir. Et de plus, c'est pour nous, occidentaux et français, l'outil de notre culture. Ah, oui. Alors que j'ai travaillé pas mal de temps avec le Viking, c'est intéressant, mais c'est chinois, et il y a beaucoup de choses du chinois que je ne connais pas dans la langue, et les idéogrammes et tout ça. Par exemple, Jung a beaucoup travaillé avec le Viking. Avec le tarot. Pardon? Plus qu'avec le tarot. Plus qu'avec le tarot. Je ne sais pas s'il a travaillé avec le tarot. Il y a des gens qui disent ça, mais je ne crois pas. Il a travaillé, j'étais en train de chercher le nom de son ami qui a traduit le Willem. Voilà, Willem. Voilà, il a travaillé avec ça, lui il arrivait très bien. J'avais lu il avait écrit une préface à la traduction anglaise du Viking. Hein, il a été traduit par Willem en allemand d'abord, et après quelqu'un, ou lui, Jung, non je ne crois pas que ce soit lui, a fait la traduction en anglais, et lui a fait une préface, Jung. Et cette préface, elle est assez extraordinaire, parce que pour lire, pour rédiger sa préface, il s'est mis il a tiré le Viking. Et il a eu un hexagramme du Viking, je crois que c'était le chaudron, et à partir de là, il fait sa présentation du Viking, c'était vraiment, j'avais trouvé ça très très intéressant. Mais bon, pour en revenir au tarot, moi j'ai accroché complètement au tarot, parce que c'est un outil qui me parlait, comme Dominique parle de l'astro qui lui a tout de suite parlé, et après beaucoup de travail bien entendu. Voilà, moi j'ai... Mais ça n'est pas un outil descriptif, donc c'est pas descriptif, ça incite, ça suscite quelque chose, ou ça révèle, ou ça éveille. On va très bien compris. Oui, c'est un outil révélateur. Qui permet d'explorer, qui aide la personne à explorer son propre psychisme. Moi, la façon, petit à petit, en travaillant, après avoir suivi pas mal d'années de formation, pour explorer vraiment toute la symbolique, toutes les couches, hein, chaque arcane, c'est un ensemble, c'est des strates, il y a plusieurs couches de symbolique. Après avoir travaillé ça et utilisé les méthodes qui m'avaient été enseignées de tirage, petit à petit j'ai forgé ma propre façon de tirer le tarot, de lire le tarot plus exactement. C'est-à-dire, l'idée c'est de poser une question. De poser une question, de se poser au bout du compte à soi-même une question, et d'aider la personne qui vient me consulter, par exemple, à formuler la question au plus précis. Ça ne peut pas être une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Les gens qui arrivent en disant, je ne sais pas quoi, moi, est-ce que je vais me sortir de cette situation désagréable? Alors la réponse c'est oui ou non. Si c'est oui ou non, on ne peut pas consulter le tarot. Il n'y a pas une carte qui dit oui ou une carte qui dit non. On fait pile ou face quand on a une question qui demande une réponse par oui ou par non. Mais la question, on peut commencer, avant même de tirer une carte, avant même d'étaler le jeu et puis de tirer une carte en aveugle, on peut aider la personne à formuler, à aller au plus près de son questionnement, de son interrogation. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, le consultant et moi, sur la formulation exacte, je demande à la personne de l'écrire, moi aussi j'écris la question, et après elle prend le jeu. Moi je travaille qu'avec des arcanes majeures, les 22 arcanes majeures, et la personne étale les cartes devant elle, les bat, les mélange comme elle le sent, comme elle a envie. Alors il y a des gens qui petit à petit s'installent dans une forme de rituel, avec ça ferme les yeux, ou tire de la main gauche, ou bon, c'est à leur choix. Et puis l'arcane que la personne va tirer, on considère que c'est la réponse à la question. Et à partir de là, à nous, le consultant et moi-même, d'arriver à la lire. On peut arriver à la lire, mais on peut ne pas arriver. On peut rester là, un peu sec, quoi. Dire, bah ouais, mais il y a la symbolique de l'arcane qui est là et qui parle, qui donne la réponse à la question. À partir du moment où on considère que le fait
de la main qui choisit telle carte plutôt que telle autre, c'est un geste porté par l'inconscient. C'est un geste guidé par l'inconscient. Oui. Si on accepte cette hypothèse-là, on peut faire une lecture du tarot. Si on n'accepte pas cette hypothèse, c'est pas la peine. Et alors, à votre avis, il a été conçu comment, le tarot? Comment est-ce qu'on est arrivé à mettre en place un tel ensemble de symboles? J'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Ce que je sais de l'histoire du tarot, c'est que c'est très ancien. Il y a le jeu de tarot. Est-ce que c'est véridique ou pas? Qui serait la transcription de dessins trouvés dans les tombes, dans les pyramides. Hein, on appelle ça le jeu de tarot égyptien. Alors je ne sais pas s'il a vraiment été... mes sources ne sont pas allées loin, j'ai vu le tarot, ce jeu-là. Je ne suis pas allé chercher plus loin. Mais s'ils viennent de si loin que ça, c'est quelque chose de complètement collectif et anonyme. Alors, est-ce que pour vous, il y a dans le tarot des éléments qui recoupent l'astrologie? J'en connais pas assez. Vous-même, par exemple, peut-être Dominique. Parce que vous avez quand même côtoyé le tarot. Donc il y a peut-être des choses que vous avez retrouvées ou recoupées. Oui, j'ai plus que côtoyé, puisque en fait on a fait les mêmes formations, Claude et moi. Donc j'ai fait aussi des séminaires d'études du tarot. Et puis actuellement, on anime ensemble des cycles, des groupes de tarot. Donc il y a eu une époque, évidemment, quand j'ai découvert comme ça, et le tarot explicité par Jean et Janine Assas, parce que vraiment ce sont des gens qui sont toujours vivants, pas du tout dans la divination, mais toujours dans, là aussi, la structuration des choses. Donc les arcanes majeures, il les avait structurés, et moi j'ai retrouvé des choses un peu comme la structure du zodiaque. Alors, évidemment, il y a des choses qui peuvent parler. L'empereur, qui est la 4e carte, c'est le dé, c'est le dalet, c'est la porte. Bon, à partir de là, je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais associer chaque carte. Alors, par exemple, le diable allant très bien avec le scorpion. Et puis, je me suis rendu compte que non, ça marchait pour certaines, mais chaque outil a sa cohérence. Et en fait, d'essayer comme ça, c'était un peu traficoté, quoi. Donc, bon, j'ai abandonné ça. Il y a effectivement des recoupements, des choses similaires. Une chose qui est certaine, c'est que quand une personne, c'est déjà arrivé, vient faire son thème par rapport à une question, et puis va tirer un thème de tarot, eh bien, les mots ne sont pas les mêmes, mais évidemment que la réponse est la même. Et ça, c'est vraiment intéressant, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est le même être qui est venu et tirer une carte et faire son thème. Et à ce niveau-là, ce sont des outils qui répondent toujours à qui est la personne en face de soi. Mais vous n'utilisez pas, par exemple, les maisons, vous, Claude Vieux? Non, pas du tout. Quand les tirages, c'est pas du tout votre truc, ça. Non, je me sers. Vous avez en fin de compte, vous sortez une carte. Souvent, une carte. C'est pas plusieurs cartes, c'est la carte qui correspond. C'est-à-dire que il arrive que je ne travaille qu'avec une seule carte, mais il arrive aussi qu'il y ait besoin de développer, on va dire, de préciser l'ensemble des éléments. Qu'une question amène une réponse sous forme d'un arcane, mais une réponse amène une autre question. Donc ça va ouvrir. Après, oui, s'il y a plusieurs questions, il y aura plusieurs... Voilà, à chaque question, il y aura une carte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient consulter une consultation comme ça de tarot peut durer 2 heures. La plupart du temps, elle n'arrive pas avec une question, elle arrive avec plusieurs. Oui. Donc on note les questions, et effectivement sur 2 heures, on arrive à travailler sur 3 ou 4 questions, et donc 3 ou 4 cartes. Mais il se peut qu'il arrive parfois qu'une réponse soulève une autre question, et donc ça va amener une autre carte.
Mais est-ce que la dimension psychologique... bon, voilà. Qu'est-ce qui... On peut peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Cette carte, comment... c'est ça, on va essayer de négocier la signification de la carte par rapport à la question. Donc la personne va alors, à quel moment ça va déclencher, on va entrer dans le psychisme de cette personne. Alors, vous disiez tout à l'heure que qu'on interroge un peu le psychisme de la personne, enfin l'inconscient de la personne. Après, si on va sonder quelque chose chez elle. Après, il y a tout le savoir-faire du psychothérapeute qui est là. Justement, c'est ça. Et ça, c'est... en parler de manière générale, c'est très abstrait, quoi. Je veux dire... vous pouvez peut-être donner un exemple, je ne sais pas, même fictif, comment parce que c'est quand même une façon de réhabiliter le tarot, comment, à partir d'une carte du tarot, d'une question, peut-on construire quand même quelque chose de relativement plus intéressant Ce qui se passe, c'est que quelqu'un arrive avec une question qui va le toucher, qui concerne cette personne-là de façon vive, forte, intense. Essentielle. C'est pas quelqu'un qui vient... Je ne reçois pas des gens qui me disent est-ce que je vais gagner au loto ou est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie, quoi. C'est une question qui est récurrente, qui revient, qui est voilà, persistante. Quelqu'un peut arriver, mettons, avec une question du genre dans ma vie professionnelle, je me retrouve toujours confronté à la même difficulté, au même obstacle. Oui. Bon, pourquoi ? Alors, une question posée comme ça, je vais aider la personne à la transformer, à la reformuler dans le sens de qu'est-ce qui, en moi, comment dire ça ? Qu'est-ce qui, en moi, me pousse à me confronter à ce genre d'obstacle ? Là, on déplace complètement le point de vue. Donc ça, c'est le stade où on précise la question. Voilà, où on formule. Et après, à partir de là, si je finis ça, à partir de là, si je demande à la personne de formuler quelque chose où il est question de qu'est-ce qui, en moi, me pousse à me confronter à tel obstacle, donc je vais demander à la personne de... la carte qu'elle va tirer va parler d'elle, de ce qui en elle la pousse à se confronter à un échec professionnel, par exemple, à être soit virée au bout de son temps d'essai, soit à devenir la tête de turc du bureau, ou je sais pas quoi, peu importe. Et donc la carte qu'elle va tirer là va être la réponse à qu'est-ce qui en moi me pousse à cet obstacle-là. Alors si la carte qui sort là, je veux dire, elle sort le battleur, qui est le numéro 1, qui est le premier arcane. Le battleur, on peut le voir comme le débutant, on peut le voir comme l'enfant, on peut le voir comme celui qui a tous les éléments en lui et qui peut décider d'en faire ce qu'il veut. Si la personne, à la question que je l'ai aidé à formuler, qu'est-ce qui en moi me pousse à ça, elle sort le battleur, je peux lui dire dans un premier temps, bon, mais il y a quelque chose de votre enfance à explorer. Voilà. Est-ce que c'est la carte du début? Est-ce que c'est la carte du débutant ou c'est la carte de l'enfant? Bon, voilà, si vous voulez, de manière très schématique. Et à partir de là, vous continuez avec cette personne-là ou bien vous l'orientez on va continuer, en tout cas le temps de la consultation, à voir que, quand je vais dire, si je dis ça à une personne, il y a l'enfant en vous qui est là, il y a votre enfance. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Donc là, on est dans du travail de thérapie. La personne va me répondre, ah ben oui, dans mon enfance, je sais pas quoi. Moi. Donc là, on va dépasser le tarot. Enfin, donc le tarot aura été un élément, une articulation. Révélateur. Et après, vous pouvez. Alors, donc à partir de ce moment-là, vous allez. Je ne sais pas combien de temps dure votre consultation.
Ben, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Parce que là, par exemple, imaginez que vous ayez engagé dans l'orientation l'enfance, le travail, bon, etc. À quel moment on va dire, tiens, on va tirer une 2e carte, par exemple? Ça sera par rapport à une autre question, ou par rapport à la même question, à un moment donné, dans la discussion, dans la réflexion, il va y avoir besoin d'à nouveau recourir au tarot? Ben, oui, ça peut être... mais je ne sais pas, ça veut dire que là on est en train d'imaginer une consultation qui n'existe pas. Ouais. Mais à ce moment-là, si la personne se met à parler de son enfance, je vais la faire parler de son enfance, de difficultés qu'elle a vécues dans son enfance. Si à un moment peut arriver une nouvelle interrogation. Oui. Et donc je peux lui dire, bon ben là on a une question intéressante. L'idée des questions comme ça, c'est pouvoir essayer de répondre à des questions dont on n'a pas la réponse. D'accord. Et donc quelqu'un là dans cette espèce de consultation imaginaire, on peut penser qu'à ce moment-là, la personne va formuler quelque chose du genre, ben oui mais qu'est-ce qui fait que mes parents ont eu telle attitude avec moi. Bon, ben ça, forcément, qu'elle n'a pas de réponse. Donc il y a des questions qu'elle n'avait pas posées au départ et qui viennent en cours de route. Qui peuvent arriver. Mais ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure étant que la personne arrive, j'ai une question sur ma vie professionnelle, j'ai une question sur ma vie amoureuse, sur mon couple en ce moment. Elle balise déjà au départ, elle dit, on fait déjà un peu le compte des questions qui sont à poser. Ben, voilà, au départ, quelqu'un peut arriver en me disant, j'ai 3 questions. Donc vous avez quand même un problème de timing, parce qu'il y a le nombre de questions, le fait à un moment donné quand même de faire appel un peu à nouveau au tarot, il faut quand même que de temps en temps il se passe quelque chose de ce genre-là. Oui. C'est ce qui distingue du travail d'un psychologue traditionnel. Oui, mais je me sers aussi du tarot avec des gens qui viennent en thérapie avec moi et qui n'étaient pas spécialement au départ intéressés ou attirés par le tarot. Oui, alors c'est ça. Donc effectivement... c'est-à-dire que les gens savent au départ, quand ils viennent travailler en thérapie avec moi, que le tarot est un de mes outils. Oui. J'ai mon jeu de tarot qui est là sur ma table. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ont besoin du tarot et d'autres personnes qui n'ont pas besoin du tarot? Il y a des personnes qui refusent le tarot. Oui. Il y a des personnes à qui j'en parle dès le début et qui me disent pas franchement non, moi ce truc-là ça ne m'intéresse pas, mais je le vois bien, j'entends bien. Et d'autres personnes qui, au contraire, me disent « Ah ben oui, tiens, mais moi je voudrais... ça m'intéresse. » Et puis à moi d'utiliser ou pas le tarot en fonction de la personne. Si c'est quelqu'un qui est là à avoir des signes partout, être complètement décollé du sol, je vais plutôt le faire travailler sur son corps pour le ramener les pieds sur terre. Ou quelqu'un, au contraire, qui est très dans la matière, dans les choses... rationnel, je veux au contraire essayer de lui amener et alors l'astrologie, elle n'apparaît pas dans votre thérapie? Non, je ne sais pas m'en servir. Non, mais je veux dire, vous en servir ou bien faire appel à quelqu'un qui est un psychologue? Ah ben oui, il peut m'arriver de dire, tiens, vous pouvez aller avec vous, ce serait intéressant d'avoir votre thème astral, aller voir Dominique, Hélène, qui va faire une lecture de votre thème astral, et avec les différents éléments qui seront révélés par l'astrologie, on va continuer un travail de thérapie. Donc ça peut se produire, oui. Oui, ça peut se produire, tout à fait. Mais on pourrait effectivement se demander pourquoi, quel est le profil psychologique des gens qui ont envie que ça passe par le thème astral. Est-ce que vous vous êtes demandé si ça ne correspondait pas à une sorte de besoin de transcendance, ou plutôt un besoin de ne pas travailler uniquement sur soi-même. Parce que finalement, ce qui apparaît, c'est que aussi bien dans le cas du tarot que de l'astrologie, si vous voulez, on a l'impression qu'on fait appel à quelque chose qui est une sorte de deus ex machina, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu... On fait appel, c'est le cas de le dire, on fait appel à quelque chose qui ne fait pas partie du donné immédiat de la personne, qui n'est pas donné comme ça tout de suite, et qui va apparaître
dans le discours, dans le contexte, oui, comme s'il y avait un manque à combler, comme si la personne était un peu en manque et qu'il fallait compléter par un renfort. C'est marrant, oui, oui, c'est curieux. Moi, je ne le vois pas trop comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, vas-y, dis comment tu le vois. Et puis moi, je considère l'astro, bon, je m'en sers pas, donc je ne peux pas trop en parler, mais je considère le tarot, en tout cas, comme un des outils à ma disposition en tant que psychothérapeute. Autrefois, j'étais artisan. J'avais des outils, j'avais des marteaux, des pinces, des chalumeaux. Et maintenant, j'ai le tarot, l'écriture, la gestalt, la psychogénéalogie. C'est des outils, quoi. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un outil? Un outil, c'est quelque chose qui vient parfois, qui est un palliatif, c'est-à-dire qui vient apporter une solution. Je sais pas, par exemple, si vous avez un trou dans un mur, vous avez des outils pour réparer le mur. Oui. Donc, c'est quelque chose. Les outils, et d'ailleurs, les outils, par définition, on en parlait tout à l'heure, il y a l'extérieur et l'intérieur. Alors, il y a les outils intérieurs, c'est-à-dire la personne fait un travail intérieur, mais uniquement avec ses propres structures, à son propre mécanisme, ou alors elle fait appel à une intervention extérieure qui va. Dont elle sent qu'elle a besoin, comme si quelque chose lui manquait à elle-même et qu'elle devait recevoir un apport. Enfin, je ne sais pas, on va laisser parler Dominique. À ce niveau-là, oui, je voulais dire, il y a des gens, vous demandiez tout à l'heure, un petit peu comme si on pouvait dire quelle catégorie de personnes vont demander un thème, ou pas du tout, utiliser le tarot ou pas du tout. En fait, il y a des personnes qui croient que tout est écrit. Alors, ils croient que, ah ben tiens, on va aller voir un astrologue, ah ben tiens, on va aller voir quelqu'un qui tire le tarot, et puis on va savoir, il va nous dire. Alors là, sauf qu'avec nous, ils ne sont pas tombés sur la bonne enseigne, parce que nous, on les ramène automatiquement, oui, mais il y a ça, mais ça veut dire ça de vous, de votre histoire, et qu'est-ce que vous voyez en vous qui correspond à ça, etc. Bon, donc là, ça arrive d'ailleurs, il y a des personnes, enfin moi j'ai eu au début de ma clientèle, des personnes qui me disaient mais quand est-ce que je vais gagner mon procès, elles ressortaient, elles n'étaient pas contentes, je ne donnais pas, ça ne correspond pas à ce que j'apporte. Il y a des personnes qui ont très peur d'être manipulées. Alors elles ne veulent pas, surtout pas l'astro, surtout pas le tarot, là on va être dans une thérapie le plus, comment dire, presque, freudien, hein, une thérapie freudienne presque, hein, de façon à n'être que elle avec elle-même. Bon, là je suis sur les deux extrêmes. Après, bon, c'est évident que, ben, comme vous disiez, il y a un trou, ben, on a besoin d'outils. Il y a une souffrance, eh bien on a besoin d'outils pour aider à comprendre, explorer, révéler. Alors ces deux outils, astro et tarot, sont extérieurs. La gestalt, par exemple, c'est intérieur, hein, c'est un outil, mais c'est intérieur. Et la visualisation, c'est intérieur. C'est quoi, excusez-moi, la visualisation, c'est... Oh, bah, par exemple, moi, très très souvent, des personnes vont me donner, vont reprendre un souvenir douloureux de leur... oui, c'est une prise. Allez-y, oui. Un souvenir douloureux de leur enfance, et puis en comprenant pas, mais comment c'est possible, etc. Puis que je leur demande de fermer les yeux, de visualiser, on revient, la petite fille, le petit garçon, de cet âge-là, la situation, et de regarder comme si c'était une vidéo, et on reprend le film, et comment il voit le papa, et qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, et on reprend comme... L'être et l'avoir. Parce que par exemple, vous parlez d'outils, il y a l'opposition entre l'outil et l'organe. Hein, par exemple, votre main, votre voix, c'est pas la même chose qu'un marteau ou qu'une fourchette. Mais oui, là c'est intéressant ce que vous dites là, à propos des outils intérieurs ou extérieurs. Il y a l'idée qu'un outil intérieur, ça serait ce qu'on a en soi-même
qui fait qu'on s'auto-guérit, ou on s'auto-soigne, ou on s'auto... effectivement, le corps déjà. Il n'y a pas longtemps, le naturopathe que je vois régulièrement me disait, mais la plupart des médicaments qu'on peut te donner, ils ne sont là au bout du compte que pour te rassurer ou pour calmer ta douleur. Mais tu portes en toi, dans ton corps, tous les éléments pour te soigner. Quoi qu'il puisse t'arriver une blessure, une maladie, tu peux te soigner par toi-même. Donc ça, ce sont nos outils intérieurs. Et ce que vous dites, ça me renvoie à comment on commence une thérapie. On entreprend une thérapie, la plupart du temps, un jour où ça va tellement mal qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un. Déjà, la personne est déjà vous êtes déjà un outil pour elle, quelque part. Oui, on peut voir ça comme ça. Oui. Et ça demande, ce premier pas, et je le sais pour l'avoir vécu moi-même, quand j'ai commencé ma propre thérapie, ce premier pas, ça demande déjà une grande humilité. Ça demande de dire, je suis mal, je souffre beaucoup, et j'arrive pas à m'en sortir tout seul. Enfin, vous remarquerez quand même que dans notre société, les gens utilisent facilement les outils. Hein. Acheter une voiture, c'est pas forcément... Oui, mais enfin, je veux dire, c'est le même principe. Hein. Non, c'est pas la même. On est à une sorte d'inflation des outils, de la technique, des machines. Oui, d'accord. Mais là, c'est seul avec soi-même. Regardez quelqu'un qui va regarder la télévision, qui va mettre des écouteurs, c'est des outils. C'est des outils dont il pourrait se passer d'une certaine manière. Et est-ce qu'il a une humilité pour ça? Enfin, certainement, il reconnaît quelque part, il y a le sentiment d'un manque quelque part, mais qui n'est pas reconnu vraiment. C'est pas sur le même niveau, parce que ce dont vous parlez là, on est sur la consommation. C'est-à-dire qu'on est sur effectivement l'utilisation extrême, comme si on ne pouvait pas se passer tous les jours. Des gens rentrent plutôt chez eux, ils allument automatiquement la télé, ils n'écoutent pas, c'est le bruit de fond. Voilà, il faut ça. Bien. Mais ça, c'est la consommation, ça, c'est une espèce de culture... vous savez que l'astrologie, les horoscopes, on est quand même dans la consommation aussi. Oui, mais sauf que, bon, moi, je sais que l'astrologie que je fais, elle est exigeante. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes, qui, quand elles savent... les personnes qui viennent savent que l'on est sur un travail exigeant. Et quand par exemple les gens me disent « Ah ben tiens, on pourrait faire le thème d'un enfant, de tel enfant, etc. » Je dis « Attendez, oui, mais si on fait le thème de l'enfant, on parle des parents. » C'est-à-dire que là, ça demande que les parents veulent bien se remettre en question. On ne va pas faire le thème de l'enfant, il sera ceci, cela. Je ne suis pas du tout là-dedans. Et ça fait déjà un tri important parce que il n'y a pas tant de personnes, et on rejoint l'humilité dont parle Claude, qui acceptent une remise en question d'elle-même. Alors qu'on va acheter une voiture, au contraire, c'est pas une remise en question, c'est ah ben tiens, voilà, j'ai la dernière truc, j'ai le dernier MP3, et j'ai ci. C'est pas du tout la même chose. Ah, enfin, on pourrait en discuter, parce que la psychologie des outils, ça c'est parfois justement, dans beaucoup de cas, l'utilisation d'un outil et la manifestation est le symptôme d'un manque. Oui, c'est un symptôme d'un manque, on est d'accord. C'est pas par hasard. Si quelqu'un, par exemple, met constamment de la musique, c'est parce que quelque part, il a le sentiment que lui-même, il lui manque une musique intérieure. Donc, quelque part, est-ce que c'est d'humilité? Quelque part. Mais enfin, je veux dire, on est dans une société, en tout cas, où les gens vont volontiers utiliser des outils, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas... Ça, c'est... Oui. Mais c'est pas le... On vit dans la civilisation de l'outil, je dirais même, d'une certaine manière. Et quelque part, l'astrologie et le tarot appartiennent à cette civilisation, justement, de... Pas trop. Je pense que, là, comme le disait Dominique, il y a la notion de consommation et il y a la notion d'outils qui peuvent servir
une connaissance intérieure. C'est pas du tout la même chose. Une voiture ou un MP3 ou je sais pas quoi, ou un téléphone portable, ça va pas vous aider à une exploration intérieure. Sauf qu'on pourrait vous répliquer, Claude Vieux, je me parlais encore il y a cette semaine avec d'astrologues qui disent eux-mêmes, je crois que c'est Madame Dapré justement qui me disait ça au cercle il y a 2 jours, elle me disait, il y a des astrologues qui se demandent si c'est une exploration intérieure ou bien si c'est un rôle que l'on veut recevoir. Oui, c'est-à-dire que on vous attribue quelqu'un par exemple qui dit dites-moi ce que donnez-moi un travail à faire, donnez-moi une mission à accomplir. Il ne s'agit pas de savoir si cette mission ou ce travail correspond à une intériorité, il s'agit que la personne ait l'occasion de faire quelque chose et qu'on lui donne le moyen de le faire. Donc dans le domaine de tout ce qui est de l'ordre du psychisme et de ces outils-là, il y a toujours cette ambiguïté, à savoir est-ce qu'on aide la personne à se connaître ou est-ce qu'on aide sa personne à s'exprimer ou plutôt à exprimer quelque chose. Tout simplement, quand un enfant, par exemple, on lui donne un jouet, c'est pas tellement forcément pour savoir qui il est, c'est pour jouer et pour avoir quelque chose à faire, pour s'occuper. Donc il y a aussi cette responsabilité à savoir, nous sommes des gens qui donnons, enfin moi, je ne parle pas spécialement pour moi d'ailleurs, mais donc dans ces pratiques, ce sont des pratiques qui sont... Il y a cette ambiguïté, est-ce que je décris la personne ou est-ce que je lui donne une nouvelle raison d'être ou une nouvelle chose à faire. On est un peu dans le domaine, pour employer un mot un petit peu provocateur, c'est un peu par exemple comme dans le domaine de la mode, par exemple, je sais pas, par exemple, imaginez par exemple que Dominique aille chez son coiffeur et qu'il lui dise tiens, pourquoi ne pas changer de look, pourquoi ne pas... bon, est-ce que ça va correspondre, est-ce qu'il va lui dire forcément mais ça sera mieux pour vous, ou est-ce que ça sera votre être intérieur, ou simplement ça sera peut-être un challenge, tout simplement, voyons, essayez de vivre avec ça, essayez d'être avec ça. Je ne dis pas à quelqu'un, enfin je vois pas un thérapeute, en tout cas moi je ne pratique pas ça, je ne dis pas à quelqu'un il faudrait que vous soyez comme ci, ou il faudrait que vous... Non, vous ne le dites pas, non. Mais peut-être que lui, il est dans l'attente de ça. Peut-être. En tout cas, moi ce que j'essaie de... Mon rôle, ma fonction, je ne sais pas comment dire ça, peut-être ma fonction, c'est d'être miroir. Oui. De dire à la personne, voilà, ça c'est vous. Oui. Regardez-vous là-dedans. Mais justement... Et je ne vais pas lui dire, il faudrait que vous soyez coiffé comme ça, ou il faudrait que vous fassiez ça ou ça. Oui, mais la frontière n'est pas très simple. D'ailleurs, vous-même, vous dites votre rôle, justement, l'autre jour encore, j'en parlais, la question aussi, c'est qu'il y a des gens qui deviennent astrologues pour avoir un rôle à jouer. Bien sûr. Donc, en fin de compte, c'est pas tellement parce que c'est chaque métier nourrit la personne à sa façon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si ce métier est le métier que je devais faire, mais disons que chaque métier a sa valeur et va me permettre de m'exprimer, de m'épanouir, mais c'est pas forcément en référence absolue avec ce que la personne est. Elle existe à travers ce métier, elle va exister à travers. Il y a une carte du tarot qui parle de ça, c'est l'empereur. Oui. Et l'empereur, une des sens de l'empereur, une des symboliques de l'empereur, c'est la conscience liée à la fonction. Eh oui, oui, c'est ça. Et donc là, on est avec quelque chose. Quelle conscience j'ai, quelle expansion de conscience je suis arrivé à m'ouvrir en moi, qui me permet d'avoir telle ou telle fonction. Oui. Ou est-ce que ma fonction correspond à ma conscience? Oui. Il y a des gens, par exemple, qui viennent travailler avec nous, avec moi, qui ont une très grande... qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont une très grande conscience d'être, on va dire comme ça, et qui sont en décalage parce que dans leur boulot, dans leur profession, ils ne sont pas au même niveau, quoi. Ils sont complètement décalés, mais ils ont à travailler parce qu'ils ont peur de quitter une sécurité ou je ne sais pas trop quoi, qui fait que il y a un décalage qui ne va pas du tout, quoi. Oui, c'est certain qu'on n'est pas toujours épanoui dans la fonction qu'on a, mais justement, parfois, c'est simplement l'usure. Peut-être que la personne peut trouver un renouveau en se voyant autrement. Parce que souvent, quand on va chez l'astrologue, on sort avec une autre image de soi-même que celle qu'on pouvait avoir au départ. Mais c'est surtout cette idée de renouvellement qui est importante.
tout simplement avoir autre chose à habiter. C'est-à-dire habiter son thème, c'est-à-dire on vous donne quelque chose, c'est comme si on vous mettait dans une maison que vous n'aviez pas choisie, et on dit, ben voilà, habituez-vous à cet endroit, habituez-vous à habiter. Oui, mais que vous n'avez pas choisi, c'est un peu difficile de dire ça, puisque la personne y est depuis sa naissance. Oui, mais elle est depuis sa naissance, mais vous allez lui construire autre chose, vous êtes une sorte d'architecte d'intérieur, vous allez lui proposer une sorte d'autre cadre, d'autre concept. Non, pas du tout. En tout cas, quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc vous allez lui proposer. Déjà, le thème astral, c'est quelque chose qu'elle n'est pas habituée. Oui, mais elle est dedans. Elle est habituée à se regarder, elle, son visage, son corps, mais elle n'est pas forcément habituée à se voir à travers son thème astral. Mais par exemple, d'abord, elle est dans son thème de toute façon, depuis le départ, depuis qu'elle est née. Elle l'est, mais elle est dedans. Après, elle va, par exemple... C'est un postulat, c'est-à-dire que ça veut dire que son thème est en elle. Ben oui. Mais objectivement, d'un point de vue purement objectif, les faits sont là. Au moment où l'astrologue lui parle de son thème, c'est à ce moment-là qu'elle habite le thème. Attendez, c'est-à-dire que le thème, enfin je veux dire, on peut épiloguer, mais le thème, elle ne le connaît qu'au moment où elle le connaît. Mais je voudrais reprendre quand même, parce que elle arrive, la personne, avec un certain nombre de choses qu'elle ne comprend pas. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer des hommes, par exemple, et être bien avec un homme? Bien. Et on va regarder la position du soleil, etc. Et à partir de là, bien sûr que ça, elle ne le connaît pas. On va voir qu'est-ce qui se passait déjà avec son père, comment sa mère était avec les hommes, etc. Et on va regarder ça avec son thème. Et puis on va regarder, on va faire les transits, on va dire, mais regardez là, il y a déjà, à telle époque, il s'est passé quoi là? C'était quoi là? Il y avait une rencontre là, et qu'est-ce que c'était? Et à telle époque. Et donc, on reprend des choses qu'elle a vécues, qu'elle a donc habitées, qui sont donc elle. On est simplement, si on reprend l'histoire de la maison, elle est dans une maison, de toute façon dans laquelle elle est depuis tout le temps, elle en connaît une partie, et nous on va simplement éclairer un peu plus la maison qu'elle habite. Et en fonction de sa connaissance d'elle-même, soit elle en connaît très peu, on va en éclairer un petit peu, on ne peut pas en éclairer beaucoup. Soit elle a déjà fait pas mal de chemin, elle en connaît beaucoup, et bien on va en éclairer beaucoup plus. Voilà. Mais c'est de toute façon sa maison. Enfin, je pourrais vous répondre sur ce point, si vous voulez, que on peut avoir différents regards sur notre propre vie, sur notre propre passé, sur les gens qu'on a rencontrés. Oui. Donc quelque part, on peut être invité à percevoir les choses autrement. Alors donc ces différents angles, bon, évidemment, ça correspond tous à une certaine réalité, mais c'est aussi, de même que par exemple, si on vous change votre coupe de cheveux, ça sera quand même vous-même. Ça sera quand même votre nez, ça sera quand même vos yeux, mais avec un éclairage différent, et de même qu'évidemment, l'astrologue, il va travailler aussi avec le vécu de la personne, mais il va proposer des grilles de lecture nouvelles. Et par conséquent, ces grilles de lecture, c'est peut-être là justement qu'on ne peut pas savoir si ces grilles de lecture existent objectivement, ou si, et puis tout simplement, est-ce qu'on pourrait me poser la question de si la personne d'ailleurs existe objectivement, en fait, c'est un problème. Mais je veux dire, est-ce que ces grilles de lecture ne sont pas tout simplement créatrices, au fond? Ça va redonner du sens. Oui, mais ça c'est sûr. C'est ça. Et à partir du moment où ça redonne un sens, la personne effectivement va ressortir. Des fois ça arrive, les personnes disent, mais en fait je le savais. Ben oui, évidemment elle le savait, mais parce que c'était en elle. Mais simplement, ça a été posé, oui. Ça a été dit. Et effectivement, à ce moment-là, la personne ressort requinquée, comme on va dire, et elle va pouvoir avancer. Oui, enfin, de toute façon, on est on est dans la sculpture quelque part, c'est-à-dire qu'on retravaille un matériau qui est la personne, au fond, et on l'aide à se retravailler elle-même. On l'aide à se retravailler elle-même. Oui, mais en même temps avec une dimension créatrice, c'est-à-dire que quelque part, c'est pas forcément, à la limite, c'est là qu'il y a toute l'ambiguïté. Actuellement, on en discute beaucoup dans les milieux astrologiques, c'est toute l'ambiguïté de savoir si... par exemple, je discutais il y a quelques semaines avec, je sais d'ailleurs passer sur Téléprovidence,
il y avait notre ami Jean-Pierre Rébillard, alors il avait inventé un système, vous savez, c'est comme quand on dit par exemple, oui, il y a un autre signe, par exemple les gens sont habitués à être du bélier ou du taureau, et puis on leur dit, mais oui, mais il y a l'ascendant qui change quelque chose, et puis oui, mais il y a un autre signe qui est peut-être important, ou bien il y a l'axe des nœuds qui est aussi important, et puis comme ça, tout d'un coup les gens, bon, ben, ils sont contents, ils étaient scorpions, oui, mais j'ai mon nœud descendant en taureau, et donc, voyez-vous, ils vont voyager d'un signe à l'autre. Et puis finalement, on pourrait presque les faire voyager dans n'importe quel signe. Vous comprenez ce que je veux dire? Que... Oui, mais dans ce que vous dites là, tout à l'heure, vous avez employé le terme de sculpture. On peut sculpter la personne comme on veut. Enfin, vous n'avez pas employé ces mots, mais c'était proche de ça. Là-dedans, il y a quelque chose contre lequel moi je m'élève très fort. C'est que avoir une pensée comme ça quand on est thérapeute ou astrologue, c'est un abus de pouvoir. On n'a pas à sculpter quelqu'un comme ci ou comme ça. La personne, on doit la respecter pour ce qu'elle est, l'aider à se connaître, à s'approfondir, approfondir sa connaissance d'elle-même, mais pas à la former à son désir. Sinon, on est comme les parents qu'elle a eus, qui l'ont formée de telle et telle façon. Alors, sur ce point, d'abord, premièrement, alors sur ce point, parce qu'on parle là de déontologie, en fin de compte, sur ce point, toute la question est de savoir si on est clair avec la personne. Si effectivement, parce que effectivement, c'est très gentil de dire je ne fais pas ceci, je ne veux pas faire cela, et de le faire quand même. Donc de toute façon, déjà là, les bonnes intentions c'est bien, mais parfois on ne sait pas très bien. On a l'impression que la personne, on a l'impression qu'on découvre la personne ou qu'on l'aide à se découvrir, alors qu'en réalité, on lui donne des pistes pour se percevoir ou pour exister autrement. Et au fond, cette personne, elle est en attente de ça. Elle ne cherche pas à ce qu'on lui dise qui elle est. On cherche à ce qu'on lui dise ce qu'elle devrait être ou ce qu'elle pourrait être. Non, mais c'est un débat qui existe, je vous signale. Non, mais je veux bien que le débat existe, parce que c'est sûr. Il y a des astrologues qui se posent ce genre de questions. Moi, personnellement, je ne suis pas dans ce genre de logique. Alors, dans la façon dont vous le formulez, déjà, il y a l'idée que j'agis sur la personne. Et là, on est dans quelque chose où on a besoin d'être clair en tant qu'astrologue ou en tant que psychothérapeute, de dire qu'est-ce que je fais avec. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que l'astrologue n'est pas le psychanalyste. On parlait de ces objets, des outils extérieurs. Le psychanalyste, il n'est pas question qu'il fasse quelque chose de cet ordre-là. Dans le cas de l'astrologie et du tarot, qui apportent des éléments extérieurs qui sont supposés correspondre à la personne, il y a quand même bel et bien ce risque-là. Alors, par exemple, qui est le risque, c'est absolument une évidence. Quand on parlait tout à l'heure de la consommation, il y a des gens qui, c'est une évidence aussi, qui vont voir, qui consomment de l'astrologue, du voyant, etc., et qui n'en font rien. C'est-à-dire que de nouveau, il y a un problème dans leur vie, c'est « Ah là là, qu'est-ce que je vais faire l'astrologue ou le voyant ?» Alors, ça, j'en connais. Ok. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je vais vous donner un exemple comme ça. Je prends une personne, donc on a parlé tout à l'heure un peu de comment je travaille le thème, avec la place du soleil, donc le père à la naissance, etc. Et c'était un cours de débutant, donc moi je ne connaissais pas cette personne. On travaille un signe, le soleil était dedans, en maison 4, je lui dis, ben voilà, tu vois, là, ben voilà, ton père, on voit bien qu'il était à la maison. Aïe aïe aïe, le père à la maison, ben oui, sauf que il était parti quand elle était toute petite. Ah, ben je dis oui, mais bon, écoute, voilà, dans le thème il y a ça, on voit vraiment qu'au moment de la naissance, ton père était là, et que pour lui la maison c'était important, etc. Parole de l'astrologue sur la personne. Bien, elle va voir son père. Hein, et à partir de là, son père lui parle de comment c'était au moment de sa naissance, de comment effectivement sa mère, après, lui a demandé d'aller travailler à l'extérieur et lui n'avait aucune envie. Il y a eu une relation, il y a eu une discussion extrêmement profonde
Et c'est quelqu'un qui, donc là, parole de l'astrologue sur le thème, a été, je lui ai pas dit quelque chose de vrai ou pas vrai, elle a été voir, elle a renoué un contact avec son père. Elle fait plus tard la psychogénéalogie, et là, en place de, quand elle se retrouve au moment de l'histoire maternelle, effectivement, la mère, complètement prise par sa propre famille, ne pouvait plus supporter le père, lui dit d'aller dehors, coupe sa fille de son père. Et on a bien le thème qui effectivement révélait quelque chose qui était là. Il y a des principes, le thème dit des choses qui ont une vérité. L'astrologue connaît ça. Donc là, après, il peut y avoir un pouvoir. Je te dis que c'est ça. Maintenant, voilà, qu'est-ce que t'en fais, etc. Ou bien, écoute, voilà, bon, maintenant, on va voir, discute, et on élabore. Voilà. Mais là, ça, oui. Voilà, c'est une manière d'utiliser l'astrologie qui fait que, ah ben, je veux dire, cette femme, elle en est contente, hein. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, tout à l'heure, on opposait, il y a effectivement, moi j'attache beaucoup d'importance à la dialectique de l'être et de l'avoir, si vous voulez. Hein. Donc, il y a des choses qu'on acquiert. Et on acquiert, par exemple, effectivement, on acquiert une maison, on n'acquiert pas son estomac. Bon, c'est en nous. Donc, bon. Donc, effectivement, le thème astral, c'est quelque chose qui est à la fois quelque chose qui est supposé être en nous, mais qu'on découvre à un moment donné, qu'on ne découvre pas à la naissance apparemment. On découvre l'objet en question à un moment donné. Et c'est quelque chose, qu'on peut s'approprier. Bien sûr. Deux, qui nous parle, alors là vous nous parlez, qui nous parle beaucoup finalement de notre passé, au fond. Et qui parle au départ de notre passé, oui. Et de la transformation des difficultés qui ont été apportées par la famille dans laquelle on arrive. Et de l'utilisation des talents. Attention, il ne faut pas oublier ça, parce qu'il y a des moments, par exemple, il y a évidemment, les parents, ils n'apportent pas que des difficultés, ils apportent aussi des choses de leur façon d'être. Hein, et donc, il y a des moments, par rapport à un certain aspect difficile, eh bien, il y a des talents qu'on n'utilise pas. Et donc, il y a des moments, moi je sais que dans certaines consultations, je suis amenée à aider la personne à prendre conscience de comment elle est capable à tel point et sur tel autre, et évidemment par des moments dans les dates, hein, en reprenant des transits et donc certains moments de sa vie. Et donc vraiment pour moi, c'est à ce niveau-là que l'astrologie est très aidante. Et d'un contact, on renoue avec soi. Je voudrais essayer de préciser un peu le débat, si vous voulez. Par exemple, ce n'est pas la même chose de raconter quelque chose qui nous est arrivé, qu'on a vécu, qu'on a vu, et vous n'avez qu'à faire le test avec beaucoup de gens, c'est comme ça que ça se passe, et la même chose que de demander à quelqu'un quels sont ses projets, ou qu'est-ce qu'il veut faire, et puis qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc si vous voulez, les gens sont souvent beaucoup plus à leur aise, même si le passé n'est pas toujours agréable, ils sont beaucoup plus à leur aise à parler de ce qui a déjà eu lieu. Hein, parce que ça a eu lieu, ça fait problème de la mémoire, et beaucoup de gens, d'ailleurs dans la communication, vous avez remarqué, à 90%, souvent c'est de l'ordre de la mémoire. Il a dit, j'ai entendu dire, j'ai appris que, etc. Dès que vous leur parlez de ce qui pourrait être, ou de ce qu'il faudrait faire un jour, ou de ce qu'on pourrait imaginer par la suite, alors là c'est beaucoup plus difficile, et beaucoup de personnes sont très mal à l'aise quand on leur demande de dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, et non pas qu'est-ce qu'on a fait avant ou plus tôt. Donc effectivement, au niveau de la thérapie, je crois que certaines personnes sont vraiment en demande de quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas forcément en demande de savoir ce qui leur est arrivé ou ce qu'ils ont vécu avant. Parfois, justement, ils aiment bien se lancer dans un nouveau processus, non ?
Oui, c'est pas savoir ce qu'ils ont vécu, parce que ce qu'ils ont vécu, en général, ils le savent à peu près. Bah, oui. C'est savoir l'impact de ce qu'ils ont vécu sur leur vie actuelle, ou l'impact de ce qui s'est passé dans le couple de leurs parents, ou dans leur enfance, ou au niveau des grands-parents, si on cherche un peu en psychogénéalogie, comment ce qui a pu être vécu et comment ça a été vécu, ça a un impact sur leur présent, ça a un impact sur les décisions qu'ils prennent aujourd'hui. Oui. Mais alors moi je pourrais vous répondre que d'une certaine... Bon, c'est bien connu qu'on est parfois rattrapé par son passé, effectivement, mais est-ce que c'est la règle générale ou est-ce que c'est le problème? C'est-à-dire que, effectivement, est-ce que c'est la norme est-ce que c'est la norme d'être parasité par son passé ou est-ce que c'est plus normal d'être capable, je sais pas, par exemple, quelqu'un, vous embauchez par exemple, je sais pas, une aide ménagère, bon, de deux choses l'une, ou bien elle fait correctement son travail, et vous n'allez pas vous demander d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui fait qu'elle fait pas ça comme il faut, qu'est-ce qui fait que, etc. Ouais. Donc normalement, c'est quand il commence à y avoir des problèmes qu'on se pose des questions de ce genre. Mais finalement, dans la plupart des cas, nous sommes dans une société où a priori, on s'attend. Le problème de savoir qu'est-ce qui a pu se passer, d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez commencé, qu'est-ce qui a pu se passer qui fait que je n'arrive pas dans mon domaine ceci ou etc. C'est quand même pas la norme. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie quelque part. C'est quelque chose qui amène des gens à venir faire une thérapie. Oui, mais il faut à ce moment-là, la question qui se pose, enfin moi dans le domaine de la psychiatrie, on sait très bien que moi je vis un peu dans un milieu psychiatrie par certains côtés. On sait très bien qu'il y a des expédients pour communiquer avec la personne, c'est-à-dire qu'il y a des façons de contourner les blocages. Enfin, il y a des tas de procédés pour justement contourner certaines souffrances, par exemple. Je vais revenir à quelque chose qui va aussi vous parler, enfin qui va parler. Mais enfin, moi je peux. Attendez, excusez-moi. Par rapport à ce qui vient d'être dit là, et par rapport justement au futur, hein, qui est une chose importante, moi je fais très souvent des thèmes pour des adolescents, des jeunes gens qui sont en difficulté d'orientation. Alors eux en général, parler de papa, maman, le passé, c'est pas de ça dont ils ont envie. Et il se trouve, je prends un des derniers cas là, un jeune garçon qui se retrouvait en maths sup et mal, sa mère me téléphone en disant voilà, est-ce que c'est possible que vous fassiez son thème, il est d'accord, parce que bon, je ne reconnais pas, voilà. On fait son thème et puis il me dit ben oui, mais je sais pas ce que j'ai envie, etc. Bien. Je fais le thème comme vous faites d'habitude, voilà. Et puis, je reprends un peu des transits, évidemment, ça reprend un peu quand il était petit, etc. Et on arrive à des choses tout le temps, ça allait autour de la vidéo. Je dis, mais attends, mais bon, il peut y avoir une école de vidéo qui est possible. Ah oui, je sais pas, effectivement, oui, c'est bien ce dont j'avais envie, mais il n'osait pas. Et il était en train de reprendre exactement le processus de son père. Et donc voilà, après, moi, quand c'est des jeunes gens comme ça, je prends pendant un petit moment, à la fin, les parents viennent de façon à faire un petit peu le point. Et après, elle m'a retéléphoné, 2 mois plus tard, en disant, c'est super, ça y est, il a trouvé son école, il va là-dedans, je le revois, il revit. On a écouté la cassette, parce que c'est toujours enregistré avec le père, et le père a dit, mais attends, mais c'est incroyable, moi je me reconnais là. Voilà, c'est tout. Simplement, c'est un jeune garçon qui va aller dans sa vie. Et on est là, dans la création, dans le devenir, et il a bien fallu aller sur le passé. Oui. Voilà. Mais de toute façon, vous savez, dans la vie, ce que nous avons appris dans notre vie, forcément, on s'en sert. Je veux dire, il y a des acquis. Mais ces acquis, ils sont intégrés, ils n'ont pas forcément besoin d'être réveillés, ou ils sont là. D'ailleurs, généralement, nous avons quelque part un mode de fonctionnement qui permet de réguler et de digérer ces acquis ou ces souvenirs. C'est parce que mais il peut y avoir effectivement des difficultés. Et ce ne sont pas des gens qui sont au fond, le problème psychiatriques. Voilà, c'est ça le problème. C'est des gens normaux. Voilà, c'est ça la question. C'est effectivement, c'est ça le problème. C'est de savoir si on est dans le champ de la thérapie ou pas. Hein, et dans le champ de la thérapie, si on est dans le champ de manque,
et s'il y a des manques, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des processus qui ne fonctionnent pas correctement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, hein, on a le droit, on peut intervenir, on peut effectivement greffer quelqu'un qui a un problème de cœur, on peut lui greffer un autre cœur, quelqu'un qui a des problèmes de vue, on peut lui donner des lunettes. Enfin, je veux dire, il y a on est dans un champ où l'on procure des outils par rapport à des personnes qui soit ont l'impression qu'il leur manque quelque chose, soit auxquelles il manque réellement quelque chose. On les ramène à eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Je crois que ça va être un peu le mot de la fin. Hein. Voilà, on les ramène à eux-mêmes, tout simplement parce que quand il y a difficulté, dysfonctionnement, c'est qu'il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui n'est plus en lien, et on aide et on se met au service d'elles pour essayer de les aider à reconnecter avec leurs désirs, leurs pensées, leurs paroles, elles-mêmes. C'est tout ce que je peux dire. C'est la base de mon travail. Et quand des personnes, par exemple, terminent une thérapie ou quand elles me disent, après un thème, « Ah ben dis donc, merci, grâce à toi. » Non, non. Oui, ok, je suis là avec mon outil, et grâce à toi. Parce que c'est toi qui as fait le boulot. C'est tout. Voilà. Je peux rien dire d'autre, c'est mon positionnement d'astrologue, thérapeute, voilà. Et c'est tout. Je ne sais pas si toi tu as quelque chose à dire. Oui, juste là pour finir, il y a cette idée que la souffrance psychique et physique, mais psychique, puisqu'on parle de ça en tant que psychothérapeute, on est confronté à ça, c'est un moyen d'évolution. On n'a pas trouvé mieux, peut-être qu'il y a mieux, mais nous les êtres humains, on n'a pas trouvé mieux. C'est ça qui nous fait avancer sur un chemin de conscience. Dans le tarot, c'est le mat. Le mat, il a un chien derrière qui le pousse et il regarde vers en haut. Et c'est une diagonale qui traverse la carte comme ça. Il y a l'idée de je vais parce que je suis poussé. Peut-être qu'en tant qu'être humain, on est paresseux. Si on ne souffrait pas, on ne ferait rien. On resterait là sous un cocotier à prendre le soleil et aller se baigner de temps en temps. Mais il y a quelque chose qui nous travaille. Et ce quelque chose qui nous travaille nous pousse à nous questionner. Oui, par exemple, moi j'aime bien la notion de gynécologue. Voilà. Quand on va chez un gynécologue, c'est la différence entre un médecin et un gynécologue. C'est-à-dire que le gynécologue, c'est une souffrance qui est nécessaire, qui est inévitable. On sait que quand on fait un enfant, il va y avoir quelque chose à faire. On ne va pas chez un gynécologue comme quand on a une angine ou une grippe. On va chez un gynécologue parce que ça fait partie d'un travail qui doit se faire. Voilà, oui, et c'est pas tout à fait la même souffrance. Voilà. Hein. On est des accoucheurs. Voilà, on serait des accoucheurs. Bien, bon, d'ailleurs, des fois, on parle de maïotique. Ben, la maïotique, c'est ça. Voilà. On va peut-être s'arrêter là. Oui, en tous les cas, merci de nous avoir...